Bonjour à tous et à toutes les amis et Robin des Bois du monde entier. Je suis heureuse de parler avec vous, de faire cette nouvelle émission et puis de vous souhaiter une année particulière où vous allez garder toutes vos forces et où vous allez regarder au-delà de l'obstacle ou des obstacles. Et ça, c'est important. Alors, j'avais envie de vous parler des aberrations. Des aberrations, il y en a plein. Par exemple, des fermiers nous montrent que leurs légumes sont invendus, qu'ils sont obligés de les donner à leurs animaux, parce qu'ils ont un surplus de légumes, parce qu'ils n'ont pas la forme adéquate. C'est ridicule, évidemment. Mais je pense que sur les marchés, en tout cas chez nous, sur les marchés, on vend des légumes soi-disant invendables. Donc, il y a toujours une solution, il faut toujours trouver une solution. Je voulais revenir sur l'histoire des agriculteurs, parce qu'effectivement, je trouve que c'est une histoire terrible pour eux, bien sûr, et pour nous, évidemment, par conséquence. Seulement, ce qui se passe, c'est qu'on se trompe de cible. Les agriculteurs vont aller demander à l'État, qui peut ou qui ne veut pas leur donner quoi que ce soit, ou qui vont leur donner des miettes, comme d'habitude. Je ne sais pas si vous vous souvenez effectivement, donnez-leur des rois et reines qui disaient, enfin de la reine qui disait, donnez-leur du pain et des jeux, ça les calmera. Et ensuite, il y a eu une révolution, ce qui ne veut pas dire que pour le peuple, c'est mieux. Et c'est ça le problème, parce que pour l'instant, les révolutions ne sont qu'extérieures et jamais intérieures. Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'ils veulent en Iran ? En Iran, il y a eu des tas de révolutions. Mais on va d'abord en revenir aux agriculteurs. Alors, qu'on ne nous fasse pas croire que ces personnes, alors qu'on ne base pas justement la solidarité avec les agriculteurs sur le fait qu'ils sont très malheureux parce ils aiment leurs troupeaux, ils aiment leurs vaches, etc., etc. Parce que je veux dire, les vaches, même si elles sont bien traitées, parce qu'il y a des agriculteurs, des fermiers qui traitent bien leurs animaux, même si elles sont bien traitées, elles sont destinées à l'abattoir. Il faut quand même arrêter de se faire des idées. Donc, quand on aime quelqu'un, que ce soit un animal ou une personne, on ne l'amène pas à la mort. Là, ils amènent leurs animaux à la mort. Ce qui est terrible, c'est que cet abattage fait que ça ruine les agriculteurs. Et là, c'est une autre histoire. Et c'est pour ça que je dis, il faut vraiment que ces personnes-là, elles se regroupent entre elles et qu'elles puissent trouver des solutions alternatives, qu'elles arrivent à trouver autre chose. Mais surtout qu'elles ne vendent pas leurs terres, parce qu'une fois que leurs terres seront vendues à Vanguard et à BlackRock, enfin qui est juste en dessous, eh ben ça veut dire qu'on aura n'importe quoi comme agriculture, qu'on aura n'importe quoi comme élevage pour les gens qui mangent de la viande, peu importe. Et c'est ça qu'il faut éviter. Mais c'est pas le gouvernement qui va aider. C'est entre eux. Et c'est pour ça que je dis on se trompe de cible. Ce sont des aberrations. Donc, vous voyez, c'est pourquoi on se trompe de cible. Parce que en fait, à chaque fois qu'il y a une révolution, l'Iran a fait des tas de révolutions. Elle est passée de l'ayatollah. Et elle va passer maintenant au Shah, au fils du Shah. Elle est passée du Shah aux ayatollahs, de l'ayatollah peut-être à une possibilité d'avoir encore peut-être un autre dictateur. Est-ce que c'est ça une vraie révolution ? Est-ce que c'est juste avoir un peu plus d'argent, un peu plus de tranquillité, un peu plus de liberté ? Mais c'est beaucoup plus que ça. Et tant qu'intérieurement les personnes ne décideront pas qu'ils veulent une société où il y a quelque chose d'équitable, où il y ait de la solidarité, où il y ait de l'amour, où il y ait de l'entraide, mais à ce moment-là, ça ne marchera pas. Toutes les révolutions se sont soldées par des échecs. Alors on va dire, mais oui, mais on a obtenu des droits, mais des droits tellement minimes, tellement ridicules, que ça ne veut rien dire. Donc c'est pour ça, j'appelle ça des aberrations, et je trouve que on n'a pas moi j'ai pas de parti pris à prendre.
Alors en ce moment, une autre aberration, c'est Maduro. Alors du coup, on a les personnes qui disent oui, mais Maduro, il a aidé son pays, bon, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Mais Trump, c'est un gangster, ce qui n'est pas tout à fait vrai non plus. Enfin bref, moi, je n'ai aucun jugement à porter là-dessus. Je regarde simplement ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que quand même Maduro savait. Parce que il a quand même fait passer 1200 tonnes en Russie et en Chine de l'argent qui appartenait au Venezuela quand même, hein, quelques heures avant son arrestation. Ensuite, quand les hélicoptères sont passés sur le pays, personne n'a riposté dans les armées ni rien. Donc il y a eu quelques morts, évidemment, mais il n'y a pas eu de riposte réelle. Donc, alors Maduro, gangster, Trump, le bandit qui essaie de tout prendre, qu'est-ce qui est vrai dans tout ça? Dans tout ça, ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a personne qui fait quelque chose pour son peuple, en tout cas que les dictateurs ou les personnes qui sont à la tête, de toute façon, ne sont pas là pour le peuple. Qu'on arrête de leur demander... des révolutions, il y en a partout, qu'on arrête de leur demander quoi que ce soit. Ils peuvent pas, ils veulent pas, peu importe. C'est pas à moi de juger. Mais soyons logiques. Il y a des peuples quand même qui sont en train de souffrir à cause de toutes ces histoires-là. Donc les pays en souffrance, donc j'ai dit Venezuela. Le Venezuela, c'est quand même un pays qui a créé des fraudes électorales, qui a créé les appareils qui permettent les fraudes électorales. Ensuite, l'Iran, ou avec son blackout, c'est terrible. Je veux dire, on ne sait pas combien il y a d'assassinats derrière tout ça. Par contre, en Iran, il y a des personnes qui ont dit c'est curieux que le peuple iranien mette le feu à des mosquées. Normalement, ça ne peut pas venir d'eux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça n'est pas vrai? Est-ce qu'ils ont mis des personnes étrangères pour mettre le feu aux mosquées? Peut-être. Donc, de toute façon, on ne peut pas comprendre. Et encore moins juger. Alors, ce que je vous propose, c'est effectivement de regarder, de prier, d'envoyer de la lumière, d'envoyer de l'amour à tous ces gens qui sont dans un marasme pas possible au Mexique. Pareil, le Mexique se soulève contre le gouvernement. L'Indonésie, le gouvernement enlève tous les avantages sociaux. Alors, pensez bien qu'il y a une révolte. Et au Nigeria, dont on ne parle pas, il y a régulièrement les enlèvements de femmes nigériennes, de jeunes filles plutôt, nigériennes. Et ça, évidemment, les nouvelles n'en parlent pas. Qu'est-ce qu'elles deviennent, ces jeunes filles? Elles vont faire le trottoir, objets sexuels, enfin ce que vous voulez, pour les prédateurs qui existent encore et pour lesquels on ne fait pas grand-chose. Donc je ne sais pas si... et c'est ça, toutes ces aberrations. C'est qu'à un moment donné, on se dit, bon ok, on ne résoudra pas les problèmes uniquement parce qu'on va descendre dans la rue. Ça s'est toujours fait. Et ça s'est toujours résolu, si vous voulez, par des bricoles. On va donner un petit peu 6 € par jour en plus, on va donner des... C'est ridicule. Alors vous allez me dire, quand on n'a rien, c'est déjà quelque chose. Effectivement, on peut avoir beaucoup plus. C'est beaucoup plus qu'il faut. Et s'il y avait de l'entraide entre les gens, au lieu de demander au gouvernement, à ce moment-là, il se passerait quelque chose de beaucoup plus fort. C'est vraiment une révolution intérieure avant de faire une révolution extérieure qui est absolument nécessaire. C'est pour ça que je voulais vous parler justement de tout ça. Par exemple, les banques européennes, elles sont face à 40 milliards d'euros de pertes. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'elles vont fermer? Peut-être. Est-ce qu'elles ne vont pas fermer? Et Londres et Paris veulent implanter des bases militaires en Ukraine en cas de cessez-le-feu. Vous vous rendez compte? Avec évidemment notre argent et avec les personnes, nos humains. Tout ça, c'est ce que j'appelle moi des aberrations. Et pour en revenir aux agriculteurs et à l'abattage des vaches, nous sommes en France, je crois, le seul pays à avoir fait cette action-là. Donc on va loin. Est-ce que c'est le gouvernement qui veut montrer qu'il peut aller loin à ceux qui sont au-dessus d'eux et qui peuvent faire beaucoup plus encore que les autres et beaucoup mieux? C'est tellement ridicule.
C'est-à-dire, alors qu'il y a des moyens, justement, pour guérir cette maladie de toute façon. Alors maintenant, je vais quand même passer à des nouvelles un peu plus sympathiques. Si vous voulez regarder au-delà d'obstacles. L'obstacle a lieu, il y en aura plein cette année. Je ne fais pas une prédiction extraordinaire, c'est une évidence. Des obstacles, il y en aura plein. Alors, faisons le vœu de passer au-delà des obstacles. Et à ce moment-là, il va se passer quelque chose de très chouette. Alors, dans les bonnes nouvelles, il y a les médecins, les infirmières, les vétérinaires qui se joignent aux agriculteurs. Donc ça, c'est pas mal. Il y a un agriculteur qui a décidé, qui disait, moi, j'aime mes vaches, effectivement. Et puis, les amener à l'abattoir. Un jour, c'était un petit abattoir. Un jour, il a dû les amener dans un abattoir beaucoup plus grand. Et là, il a été tellement horrifié parce qu'il s'y passe des choses horrifiantes, qu'il a dit plus jamais. Il a arrêté et il est devenu boulanger d'une super boulangerie, vous verrez. Il y a un veto, donc les humains ont du talent, les humains ont des idées, c'est là-dessus qu'il faut se baser. Un veto de Daka qui soigne les animaux dans la rue. On lui dit, ce vétérinaire, on lui dit, mais pourquoi tu fais ça en fait, ces animaux, tout ça, tu gagnes rien avec ça. Et tout le temps, il arrive avec sa sacoche, il prend les chiens, il prend les animaux qui traînent et il les soigne. C'est, je veux dire, un pas vers l'amour. C'est énorme. Mais si chacun faisait ça, il y a un jeune Marocain qui au Maroc a décidé, tous les jours, il nettoie devant, il nettoie les rues, il nettoie de l'endroit où il est, parce qu'il a envie que ça soit beau, il a envie que ce soit propre, il nettoie les cochonneries, il enlève les plastiques, il taille, il enlève les herbes, vous allez voir, c'est super. Je veux dire, donc c'est pour ça que je dis les humains sont extraordinaires quand ils veulent bien l'être. Il y a un enfant de 11 ans, lui, alors comme il a subi beaucoup disons, de maltraitance, enfin, beaucoup de problèmes en fait, il a eu beaucoup de problèmes, il a décidé d'écouter les gens dans le métro, les gens qui ont du problème. Alors c'est à New York, il se met dans le métro, met une petite table et il demande 2 €. C'est des consultations, enfin voilà, les gens peuvent parler de leurs problèmes, tout ça, et puis lui les écoute, il a sans doute des réponses, je ne sais pas. Et avec les 2 €, ce qu'il fait, c'est qu'ensuite, il va aller nourrir des personnes qui n'ont pas les possibilités, qui traînent dans la rue, et leur donner de la nourriture. Donc vous voyez, je veux dire, même les enfants ont des idées géniales, les adultes réalisent des choses extraordinaires. Donc, et c'est ça le monde nouveau. C'est pas en fait d'aller réclamer à papa 3 € de plus. C'est pas d'aller dire on veut être tranquille. Que les femmes en Iran enlèvent le voile, je trouve ça extraordinaire. Elles ont beaucoup de courage. Mais je veux dire, c'est pas le gouvernement qui va les aider. C'est pas le gouvernement quel qu'il soit. S'il y a ce gouvernement-là, il y en aura un autre. Il faut qu'elles soient entre elles, qu'elles fassent des choses, effectivement, pour ça. Ensuite, il y a une personne, alors c'est je ne sais pas s'il est marocain, algérien, enfin c'est un arabe, en tout cas, musulman, qui est en train de manger du saucisson. On dit, oh. Et alors, il explique à la fin, il dit, voyez, vous êtes en train de me juger sur un simple aliment. Sur ce que je mets, vous jugez un homme sur ce qu'il ingère. Et pas sur ce qui sort de lui, ou pas sur ce qu'il dit. Et vous voyez, là c'est important parce que ça nous montre qu'on est tout le temps en train de juger. Arrêtons de juger. Un tel gouvernant fait telle chose, non. Qu'est-ce qu'on fait nous, surtout? C'est surtout ça qu'on a à se demander. Et puis il y a des musulmans quand même qui, alors bon, on peut dire, ouais, on les veut dehors, on en a marre, etc. Évidemment, il y a de la racaille comme partout. Mais en plus, il y a un musulman qui défend l'histoire et les racines chrétiennes de la France. Et le pire, il dit, c'est quoi? Les résultats, quand j'en ai parlé, alors il parle de Noël, il parle des fêtes et des choses comme ça, mais il s'est fait agresser, disons, par mail, ou enfin sur les réseaux en tout cas, il s'est fait agresser à cause de ça, mais par les siens.
par des gens du même type que lui. Alors, il y a une personne aussi aux États-Unis qui a créé un café où l'on passe les commandes en langue des signes pour aider les gens qui sont malentendants, les gens qui sont oui, malentendants surtout, hein, évidemment, en langue des signes. Et puis pour ceux qui ne sont pas en langue des signes, ben, il y a quand même des possibilités d'avoir un café. En 15 jours, il y a Marino Morikawa, qui est un homme qui tout d'un coup était au Japon, est rentré chez lui et s'est aperçu qu'il y avait une lagune qui était complètement dévitalisée, que, bah, voyez, c'était plus une lagune, quoi, en fait. En 15 jours, il a réussi à la sauver. Donc, vous allez voir. Et puis, je vais vous mettre aussi un lien pour la désobéissance fertile, parce que je trouve ça intéressant. Alors après, vous faites ce que vous voulez, mais je le mets quand même. Et je ne sais plus si j'en ai parlé dans le dernier Robin des Bois, mais le 15 décembre, il y a eu des Robins des ruelles. Alors, les Robins des ruelles se sont déguisés en lutins, sont rentrés dans des supermarchés, dans un supermarché en tout cas au Québec, et à Montréal. Et dans ce supermarché, ils ont piqué plein d'affaires, mais ils l'ont pas fait pour eux. Ensuite, ils sont sortis et ils les ont donnés à disons, des associations de charité. Mais je trouve que c'est bien. C'est des nouveaux Robins des ruelles. Et puis, je vous mettrai un peu d'humour parce que vous allez voir, bon, ça demande un peu d'humour, toutes ces histoires-là. Mais ce que je voulais vous lire aussi, c'est quelque chose que j'ai lu et qui vient de ce livre-là, qui n'est pas un livre nouveau, Par l'Esprit du Soleil. Enseignement de Jésus. Ça peut paraître prétentieux, mais c'est ce qui s'est passé pour nous, en tout cas. Et je vais vous lire un passage, juste, que j'ai lu pendant qu'on marchait dans le désert. Il n'est plus permis d'ignorer les multiples visages de la maladie qui ronge la terre. Donc c'est toujours les messages que Jésus nous a donnés lorsque nous étions en Syrie pour écrire ce livre-là. Il y a depuis fort longtemps sur votre monde un peuple d'êtres dont l'ego est comparable à un bloc de pierre non encore dégrossi. Ces êtres sont non seulement semblables à vous tous, mais aussi vivent un peu en vous tous. De par la puissance de leur psychisme, ils sont issus des confins de votre univers, et la déstabilisation de leur sphère de vie les a contraints à s'incarner sous d'autres cieux pour parfaire leur évolution. N'en faites pas des démons venus réduire à néant l'humanité terrestre. Voyez-les seulement comme des hommes qui ont un autre passé que le vôtre. Mais la même destination. Pour l'heure, ils sont malades. Ils souffrent d'orgueil. Ils ont contracté le virus de la domination. Un virus qui n'a de prise que sur un terrain en vide d'amour. En manque de simplicité. Voilà pourquoi certains d'entre vous ont plié devant lui et l'ont invité chez eux. Ces hommes sont un test pour l'ensemble de votre humanité et on est en train de passer ce test. La force de leur intellect est plus épanouie que la vôtre. Alors sans même le savoir, ils obligent votre cœur à la réaction, à la tension ou à la floraison complète. Voilà pourquoi mon Père a permis leur implantation sur cette planète pour que toute maturation s'accomplisse, pour que le libre arbitre, enfin, en soit le fantastique agent. Donc, vous voyez, pour moi, c'est important ce passage-là parce que ce n'est pas ces êtres-là qui sont responsables. C'est quelque chose en nous qui n'est pas encore développé. On a tous en nous de la lumière. Arrêtons de nous culpabiliser, arrêtons de nous mettre des pressions. On a cette lumière et c'est celle-là qu'on doit faire fleurir. Qu'est-ce qu'on veut? On voudrait un monde équitable, un monde où on peut être solidaire, un monde où il y a de l'amour, quoique ce mot soit tellement galvaudé, mais il est important. Et c'est ça qui est important. Donc, je me dis, c'est vraiment, ces paroles-là, j'avais envie de les mettre vraiment publiquement, vous les offrir à vous tous. Si vous n'avez pas lu le livre, et si vous avez lu le livre, il est fort probable que peut-être vous soyez passé à côté et que vous ayez besoin de les relire. Mais c'est important.
Je veux dire, ces êtres-là, c'est ceux qui sont au-dessus de nos marionnettes. Et alors, est-ce que c'est eux qui vont nous barrer le passage parce qu'ils ont un intellect, une intelligence mentale plus forte que la nôtre? Mais nous, on a autre chose. On a la lumière, on a le cœur, on a l'amour, qu'eux n'ont pas, et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre ça, malgré leur intelligence supérieure. Et c'est par là qu'on sera gagnant. Donc, il y avait une chose que je voulais dire aussi, l'espoir, la volonté et l'amour, ça fait un excellent mortier. Et c'est là-dessus qu'il faut se baser. Et il faut répandre quelque chose qui donne de l'espoir autour de nous. Je vous le dis parce que vous êtes des gens actifs, parce que vous faites partie des gens qui comprennent les choses. Et vraiment, répandez l'espoir. Ça ne veut pas dire « Ah oui, tout est beau, tout est gentil ». C'est faux. Mais il y a de l'espoir. Et c'est ça qu'il faut vraiment donner. Alors, je vais vous faire aussi, en cadeau, parce que justement, moi, l'histoire de Maduro, et l'histoire de Trump, bon, c'est vraiment très méli-mélo, on ne sait pas. On ne sait pas, et puis les médias disent n'importe quoi, donc enfin les médias habituels. Et les autres essaient de chercher et ils ne trouvent pas forcément non plus. Donc, j'ai une personne qui a été journaliste au Venezuela et qui en est parti. Il est vénézuélien, il est réfugié politique ici, et j'avais envie de l'écouter et de vous offrir son interview si ça se passe bien. Voilà, alors je vous dis ça et puis je mettrai ça aussi en plus. Voilà, en tout cas je vous souhaite le meilleur et je vous aime parce que vous êtes très précieux. Bonjour Carlo. Bonjour Antoine. Vous êtes vénézuélien, réfugié politique en France depuis 2019. Devant l'état actuel, ce qui s'est passé au Venezuela, nous sommes intrigués par la façon dont ça a été fait et on se pose des questions. Pourquoi? Quel est l'état actuel et depuis une vingtaine d'années au Venezuela qui a mené à ce qui s'est passé actuellement? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est injuste? Quel est le sauveur? C'est plein de questions qu'on se pose et pour éclaircir les choses au niveau de nos lecteurs, on aimerait bien avoir ton avis. Voilà, tu peux nous parler de ton ressenti, de ce que tu as vécu depuis une vingtaine d'années, et voilà, et qu'est-ce qui t'a amené à sortir du Venezuela et te réfugier en France? Ok, je commence par la dernière partie de ta question. C'est simple. Je suis journaliste à la base. À la fac, j'étais en train de faire mon boulot de journaliste et parler de ce que je considérais la vérité. Et ça n'a pas du tout aimé à certains groupes certains groupes qui participaient dans le côté communiste, chaviste. Donc ils me sont traités comme un ennemi, ils ont essayé de me tuer. C'est pour ça que je quittais Venezuela, c'est pas anodin. Et pour mettre en risque ma famille, ma propre famille, je quittais Venezuela, simplement d'un jour à l'autre. Je ne suis pas arrivé directement en France, je suis parti à Pérou, et après je suis arrivé en France en 2019. Je suis parti à Venezuela en 2017. D'accord. Donc, là, ça c'est la réponse simple. Évidemment, pour donner plus de détails, il faudra peut-être un autre moment, que sera avec grand plaisir aussi. Mais mon ressenti pour ce qui s'est passé récemment, le 3 janvier, dans mon pays, est-ce que je suis complètement heureux de ce qui s'est passé.
Pourquoi? Parce que Maduro, il n'était pas notre président pour plusieurs raisons. Toutes les élections au Venezuela sont un cirque, c'est pas quelque chose de crédible pour plusieurs raisons. Personne ne veut à Maduro dans le pouvoir depuis Chavez en fait. Mais la mafia chaviste, elle est immense. C'est une mafia narcotrafiquante et militaire. Il faut comprendre ça. C'est l'architecte de lo que s'est arrivé au Venezuela, c'était Chavez avec Fidel Castro. Avec Fidel Castro. Oui, Chavez idolâtrait Fidel Castro d'une manière malsaine, comme une sorte de figure messianique. Donc, Chavez arrivé au pouvoir comme militaire, golpiste. Golpiste, ça veut dire il essayait un coup d'État, il n'a pas réussi. Mais d'une façon que je n'arrive pas à comprendre encore, ils ont libéré Chavez. Finalement, il a fait sa carrière politique comme citoyen normal à partir de ce moment-là. Il est arrivé à la présidence en 1998. Et la première chose qu'il a fait, c'était changer complètement la constitution et aussi infiltrer les forces militaires, la force armée de Venezuela, avec des gens cubains. Il faut savoir que de cette époque-là jusqu'à aujourd'hui, les militaires vénézuéliens sont commandés en grande partie par des militaires cubains. Il faut savoir ça. Donc, si les gens croient qu'aujourd'hui, on va vivre la possibilité de ser une colonie américaine, ça veut dire à cause ou grâce à Trump, il faut d'abord savoir qu'on est déjà une colonie cubaine. Les Cubains sont dans toutes les institutions publiques de Venezuela. Et c'est Chavez qui a ouvert la porte de ça. Donc, on n'est pas une nation, un pays souverain depuis que Chavez est arrivé au pouvoir. Ben, comme tu m'as dit, ça commence comme ça et après commence à faire l'expansion petit à petit. Donc, cette situation avec Maduro, c'est simple à comprendre. Ils ont créé une infrastructure de narcotrafic qui involucre toute la force militaire de Venezuela y ensemble las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC colombienne. Donc c'est parti colombien, parti Venezuela. Donc le narcotrafic c'est totalement lié à les militaires vénézuéliens. C'est pour ça que s'appelle el cartel de los soles. Le soleil, c'est la médaille la plus haute dans la force armée vénézuélienne. Donc tous les capos du narcotrafic sont des généraux militaires. C'est pour ça que s'appelle le cartel de los soles. Ils ont utilisé l'infrastructure, tous les véhicules, tous les territoires vénézuéliens pour le narcotrafic. C'est pour ça que Maduro, il était señalé como un narcotrafiquant avec 50 millions de dollars pour sa tête. Et les autres sont dans la même condition. Peut-être les gens connaissent Maduro parce que c'est la tête visible. Mais existe des autres. Diosdado Cabello, Padrino López, yo pourrais nommer d'autres. Mais c'est pas la peine. Simplement, c'est une infrastructure narcotrafiquante. Et les États-Unis ont fait ce que nous, les Vénézuéliens, ne sommes pas réussis à faire, que c'est libérer notre propre pays. Et pour pas faire cette question extense, on a vécu plusieurs événements militaires pour sauver Venezuela, des militaires vénézuéliens, mais ils ont été toujours trahis par les politiciens vénézuéliens, d'opposition. Opposition, qui ont été contrôlés par le chavisme. Pour le chavisme. C'est-à-dire pour les régimes autoritaires, totalitaires, communistes, narcotrafiquants de Venezuela. Donc Venezuela n'a pas un statut démocratique depuis que Chavez est arrivé. Ça c'est faux, c'est une illusion. Et correspondant à que Trump et la force armée militaire des États-Unis sont
rentrer à Caracas pour kidnapper Maduro, il faut se poser cette question. Ça veut dire que c'est plus important la vie de Maduro que la vie de la population vénézuélienne? Parce que nous, les Vénézuéliens, on est kidnappés pour un régime, pour une mafia narcotrafiquante depuis 28 ans. Donc, si tu me poses la question, si les gens me posent la question, si ça me semble bien de que les États-Unis a rentré, je dis oui. Je tombe dans le pragmatisme total. Parce que Venezuela, c'est un cas de survie ou de la mort. Et si le droit international protège plus les dictateurs, les tyrans que la population, je me fous complètement du droit international. Parce que le droit international, il me sort à rien. Parce que c'est mes compatriotes vénézuéliens qui souffrent, c'est pas Maduro. Maduro, c'est un seul. Et c'est un criminel, psychopathe, assassin, génocide. Donc le droit international va protéger plus un génocide que la population. Donc le droit international, il ne sert à rien en fait. Et tous les diplomates qui utilisent le droit international comme un bouclier pour défendre une démocratie qui n'existe pas, ça ne m'intéresse pas du tout. Je m'intéresse la population vénézuélienne, ma famille, mes compatriotes qui souffrent de famine, de maladies, et pas mal de choses que, pour continuer à parler, ça va passer combien de heures ici, je pourrais le faire, mais je crois que le but de ces questions, c'est donner une réponse précise. On peut jouer à la diplomatie, on peut jouer à la bureaucratie, mais pendant ces jeux, ils sont des gens qui meurent, qui souffrent. On a vécu 28 ans dans ce cauchemar. Une génération entière qui sont nés dans le chavisme, ils sont encore là. Ils ne connaissent rien d'autre. Ils ne connaissent pas le monde que je connais aujourd'hui. Je suis en France. Mais il y a des gens qui ont 18 ans, 20 ans, ils ne connaissent rien du tout que la réalité vénézuélienne. Et la réalité vénézuélienne, c'est pas agréable, c'est un cauchemar total. Là-bas, vivent normalement les riches. Mais les riches sont qui? Les gouvernements, la tyrannie, et qui sont liés à la tyrannie. Tous les autres souffrent complètement. On ne sait pas qu'est-ce que c'est une vie normale là-bas. On peut parler d'inflation, on peut parler de la criminalité, de la pénurie, de la misère, oui, mais la dégénération morale et spirituelle qu'on a vécue, c'est énorme. Donc, le droit international, il n'a rien servi au Venezuela. Et je parle de Venezuela, mais à quel d'autres pays dans certaines conditions a servi à rien. Et probablement beaucoup de gens commencent à faire des grimaces pour ces déclarations que je viens de faire, mais je me fous complètement. Parce qu'on joue avec les vies des gens, des milliards de personnes. Et je parle que je suis focalisé au Venezuela parce que je suis vénézuélien. Et comment on voit les choses, les Vénézuéliens de bien, qu'un de notre kidnappeurs, il est finalement dans prison, donc il mérite être pour l'éternité en fait. Mais pour moi, c'est pas assez, parce que la mafia, c'est énorme. Maduro, c'est juste la tête visible, il faut tout le reste. Donc oui, je suis heureux, mais c'est pas assez. Et je voudrais que c'était pas le cas de que soit une potence, un pouvoir étranger qui arrive à faire ça, sinon les propres Vénézuéliens. Mais non pas arrivé. Et aujourd'hui, les États-Unis protègent les citoyens des États-Unis. Et pour protéger les citoyens des États-Unis, il faut stopper le narcotrafic. Et les centres névralgiques du narcotrafic, c'est pas que Venezuela, mais c'est important. C'est une cellule importante pour le narcotrafic de l'Amérique du Sud qui va toujours à l'Europe et aux États-Unis. La drogue qui se produit dans l'Amérique du Sud qui est transportée à travers le territoire vénézuélien. Donc, on ne parle pas que simplement de Maduro. Qu'est-ce qu'on fait avec tous les gens qui sont aujourd'hui empoisonnés? Je crois que c'est le mot correct pour les drogues qui sont fabriquées en Amérique du Sud, pour des narcotrafiquants chavistes. Et l'agriculture, alors, au Venezuela? Alors, si on passe à l'agriculture de Venezuela, aujourd'hui c'est presque zéro. Zéro.
Oui, probablement existe des gens qui produisent en quelque part, qui sont laissés tranquilles, mais depuis que Chavez est arrivé au pouvoir, une des premières choses qu'il a fait, c'est exproprier des milliards d'hectares agricoles et qu'aujourd'hui, ils sont inutiles. Et probablement, pas mal de tous ces hectares sont produits pour le narcotrafic. Les terres sont utilisées Probablement, mais il faut la- rentrer là-dedans, mais pour rentrer dans ce territoire, pour comprover qu'est-ce qui se passe réellement, il faut traverser pas mal de péages de la mafia. Ça veut dire que c'est comme rentrer dans un territoire de guerre, en fait. Donc, pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Mais l'agriculture au Venezuela n'existe pas. C'est pour ça qu'on a vécu la famine. Même aujourd'hui, c'est compliqué. Parce que pratiquement toutes les choses qui arrivent au Venezuela sont importées de los pays voisins, Colombie, Pérou, Paraguay, Brésil. Et tu voudrais me poser ta question? Voilà. Bah écoutez, nous avons une idée, d'après ce que vous dites, de l'état actuel du Venezuela. Hein, et depuis 20 ans, donc pas d'agriculture. Le peuple ne profite pas du tout des richesses qui sont vendues avec le pétrole. Et c'est un pays où le narcotrafic est très important. Et on ne savait pas que c'était les Cubains qui étaient à la tête de toute l'administration, les affaires au Venezuela. Écoutez, c'est un tableau qui nous éclaire un petit peu. Mais est-ce que le fait d'enlever un président, après, ça va changer les choses? C'est un grand point d'interrogation avec la vice-présidente qui est devenue présidente actuellement au Venezuela. Ouais. Ça va pas changer tout de suite parce que Maduro c'était juste un parti minuscule de l'infrastructure narcotrafiquante terroriste de Venezuela. Et je suis dans l'attente de tous les restes parce que on parle d'une armée, c'est pas juste Maduro, c'est une mafia totale. Donc, qu'est-ce qui va faire le reste? Bah, ils sont prêts à essayer de récupérer le pouvoir. Maduro, c'est juste la tête. Et probablement la tête visible, pas les plus intelligents pour diriger toute sa mafia. Donc, je sais que c'est pas simplement pour capturer Maduro, il faut tout le reste. Qu'est-ce que ça va passer? Il faut attendre les mois. Je suis dans l'incertitude parce que ça va pas changer d'un jour à l'autre, juste pour que Maduro soit plus là. Tous les restes sont là. Tous les restes sont encore vivants, sont encore en plein exercice de ces conditions de politiciens. Donc, cette transition, je ne sais pas combien de temps va durer, mais Ouais. ça ne va pas changer avec une élection, parce que toute la mafia, toutes les forces paramilitaires qui sont là-dedans, qui protègent la mafia, sont encore là. Sont encore là-bas. Donc, c'est une situation complexe. Je comprends qu'en situation, que ce n'est pas anodin pour vraiment toucher les gens, parce que ça casse l'illusion de la diplomatie, de la démocratie qui nous sont vendus pour toute notre vie, en fait. Tous nos textes, des histoires, notre vie parle de la démocratie, dans ces côtés occidentaux. Et on vient de vivre une blessure à cette illusion. Mais depuis que je suis plongé dans l'essai de comprendre qu'est-ce qui s'est passé au Venezuela, que c'est pas hier, j'ai passé des années à analyser. J'ai compris que la démocratie c'est une illusion complète. C'est pas avoir des élections, c'est pas qu'on est dans la capacité
de choisir un représentant dans le Sénat, dans l'Assemblée nationale et dans la démocratie. C'est plus complexe que ça. Et ce qui s'est passé en Venezuela, encore une fois, c'est une blessure à cette illusion de que le monde occidental vit une démocratie. Ce n'est pas le cas. Mais c'est une conversation élaborée avec une extension pour des heures, parce que c'est un sujet complexe. Mais c'est une bonne nouvelle, oui. Parce que c'est quelqu'un, une terrible personne, moi, libre pour faire du mal à des autres. Ok. Carlo, merci. Merci pour les éclaircissements que tu nous donnes. Nous savons beaucoup plus l'état actuel et qu'est-ce qui a mené, et l'état actuel du Venezuela. Hein, et merci beaucoup et nous aurons l'occasion de reparler d'autres sujets au Venezuela et la politique actuelle qui se passe dans le continent américain. Merci et avec grand plaisir. à la prochaine. Merci. À la Merci, prochaine. Carlo.